Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Alors pour moi, elle n'est pas forcément un idéal. Disons que la démocratie est souvent présentée comme le moins pire des régimes. Donc après, selon la célèbre phrase de Churchill. Cela dépend de ce qu'on entend par démocratie. Nous avions des sociétés qui étaient dans l'autogestion avant la période coloniale. La colonisation a été un déni total de la démocratie africaine, des pouvoirs africains. Et depuis une soixantaine d'années, les États que nous avons ne sont que des pâles copies de la démocratie, puisqu'on ne peut pas plaider la démocratie en gardant justement des structures coloniales comme le franc CFA, comme les bases militaires étrangères, ou des structures d'ingérence qui empêchent le peuple de s'exprimer. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le charisme sur les épaules d'Hugo Chavez ou que la misère dans les rues de Caracas. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre émission désormais hebdomadaire qui s'est donnée pour mission de répondre à l'injonction posée par Frantz Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence. Autrement dit, très loin de la victimisation et encore plus loin de la passivité. Je ne vous remercierai jamais assez pour le soutien que vous ne cessez de nous apporter, de nous accorder à travers vos likes, à travers vos partages, mais avant tout à travers vos abonnements. Ne cessez de vous abonner. Cela constitue pour nous le carburant, puisque la route vers notre renaissance est encore longue, semée d'embûches, mais surtout de positivité. Alors, aujourd'hui, une émission au parfum géopolitique. Je vais avoir l'honneur de la conduire en compagnie de deux cerveaux robustes qui n'ont pas leurs mots dans leur poche, et c'est le moins que l'on puisse dire, avec d'abord le pasteur Bishop. Oui, pasteur Eli, enchanté. Enchanté, sois le bienvenu. Avec nous. plaisir, oui. Et mon frère d'armes de pensée, le char d'assaut de la rhétorique, le Cicéron au Rasta, notre frère Maître Mbeko. Merci mon frère. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'humilité et je m'inspirerai des marabouts pour essayer d'avoir une puissance verbale qui sera digne de ce nom. Très bien, on n'en doute pas une seconde. Alors, avant de vous présenter nos invités, je vais, comme toujours, planter le sujet. Quel est le point commun qui unit Moïse, Mahomet, Bouddha? Ce sont tous sauf des démocrates. Les religions monothéistes qui remportent l'adhésion d'une immense majorité de l'humanité ne sont pas des démocraties. Et en parallèle, la démocratie est présentée comme l'alpha et l'oméga de l'idéal politique. On parle de la démocratie américaine. Les Irakiens ont encore du mal à entendre cette phrase. Au point où, concernant notre communauté, en particulier concernant le continent, l'Afrique, la question se pose. La démocratie est-elle un idéal à poursuivre, à atteindre, ou alors une immense mascarade à éviter? Question ô combien sensible. Et pour cela, j'ai l'honneur d'accueillir des frères qui vont se présenter mieux que je ne saurais le faire. Écoute, déjà merci, cher frère Herman, pour l'invitation. Donc Nico Fundji, alors plusieurs casquettes, donc, directeur commercial, je suis un chroniqueur télé sur Vox Africa, animateur radio aussi. Je fais des interventions sur KDI Vox, qui est un média centrafricain. Voilà, très bien. Intervention politique et géopolitique. Sois le bienvenu. Merci bien. Merci pour l'invitation, mon cher Herman. Je suis heureux d'être là, participer aux talents de l'Afrique. Ici, ce sont les talents de l'Afrique. Je suis Piercy Matadi, je suis avocat en droit des affaires depuis 8 ans. Avocat, mais également, je dirais, chercheur, scrutateur, chercheur d'or dans les écrits bibliques notamment, un peu à l'instar de notre bien-aimé Bishop Eli. Et je crois que l'Afrique peut se relever par l'inspiration divine. Très bien, merci.
Oui, merci pour l'invitation. Donc, je suis Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de plusieurs ouvrages sur le panafricanisme, sur la France-Afrique, sur le Nigeria, sur le Mali. Également président de la Ligue panafricaine Umoja. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on lie la théorie à la pratique pour amener le relèvement, le redressement de notre continent et en même temps faire de ce continent-là un appui pour la diaspora partout où elle se trouve à l'extérieur. Très bien, merci. Alors avant toute chose, je vous demanderai, est-ce que pour vous, est-ce que la démocratie représente à vos yeux un idéal politique ? Alors pour moi, elle n'est pas forcément un idéal. Disons que la démocratie est souvent présentée comme le moins pire des régimes. Donc après, selon la célèbre phrase de après Churchill. Cela dépend de ce qu'on entend par démocratie. Nous avions des sociétés qui étaient dans l'autogestion avant la période coloniale. La colonisation a été un déni total de la démocratie africaine, des pouvoirs africains. Et depuis une soixantaine d'années, les États que nous avons ne sont que des pâles copies de la démocratie, puisqu'on ne peut pas plaider la démocratie en gardant justement des structures coloniales comme le franc CFA, comme les bases militaires étrangères, ou des structures d'ingérence qui empêchent le peuple de s'exprimer. Donc en soi, le principe du pouvoir du peuple, qui est, on va dire, la définition simpliste de la démocratie que l'on tient, le pouvoir du peuple est nécessaire, le pouvoir populaire est nécessaire. Après, sous quelle forme ce pouvoir populaire s'exprime-t-il ? Pourquoi est-il nécessaire ? Parce qu'il il a pour valeur la légitimité. Okay. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce débat légitimité, légalité. On peut avoir une démocratie. La légitimité du nombre. La légitimité de l'expression populaire. Maintenant, le nombre peut évidemment se tromper. Bon, ça fait partie. On connaît l'exemple allemand. Ça fait partie des jeux. D'accord. Pour moi, la démocratie n'est pas un idéal. En tout cas, la démocratie telle que les Occidentaux nous ont présenté cela, nous, Africains, pour moi, ce n'est pas un idéal. Et je pense même que c'est quelque chose qu'il faut abandonner parce qu'on s'est perdu en voulant transposer, en tout cas, cette pensée occidentale à nos cultures. Quand tu dis « on », tu parles de ? Lorsque je dis « on », alors je parle des Occidentaux, hein, lorsqu'ils ont voulu transposer… Quand tu dis « on s'est perdu ». On s'est perdu, nous, Africains. Ok. Voilà, nous, Africains, peu importe… Donc de Lagos, à Yamoussoukro, en passant par le Cap. Tout à fait. On s'est perdu. On s'est perdu. Okay. On s'est perdu puisque je pense que notre professeur pourra aller abonder dans mon sens en tout cas. Nous avons des cultures qui sont fondées sur la nécessité d'un chef. Et le chef doit avoir une vision à apporter à son peuple. Vision, bien entendu, qui doit être basée sur la connaissance des besoins justement de ce peuple-là. À mon sens, un peuple, dans sa composition, un nombre important de personnes n'a pas nécessairement capacité, je dirais, à aller donner son opinion. Ok. Ça fait trop de monde qui parle. Très bien. Voilà. Moi, j'aborderais plutôt cette approche avec une vision plutôt juridique. Hein. Vous êtes dans le domaine. Hein. Je vais faire référence plutôt aux constitutions, notamment pendant la période des indépendances. Parce que, le frère Percy l'a souligné à juste titre, la transposition, le modèle que nous avons importé ne colle pas à nos réalités. Ça, il faut être capable de pouvoir le dire et de pouvoir tirer aussi les conclusions. Mais en fait, ça relève beaucoup de… il y a des sous-jacents derrière qui sont assez problématiques parce que ça relève de la souveraineté aussi. Ça veut dire qu'on n'avait pas de souveraineté légale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Pas de souveraineté externe ni interne non plus. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, ce que je voudrais ajouter, c'est que la période là où les constitutions, là où on a commencé à importer les constitutions, c'était à partir de 1958. Voilà, donc ça correspondait donc au retour au pouvoir du général de Gaulle en France. Et pour nous, en tout cas en Afrique, on commençait à être dans l'ère des indépendances. Et déjà les constituants, lorsqu'ils ont commencé à transposer en fait la constitution française dans nos pays, ils n'ont pas pris en compte les différents paramètres qui pouvaient exister. Je pense notamment au titre 12, la disposition qui fait référence justement aux communautés. Alors que nous, dans nos pays, on fait souvent référence. La communauté, c'est vraiment le droit coutumier, tout ça, c'est vraiment notre pierre de lance, c'est nos racines même.
Et ça, ce sont des paramètres qui n'ont pas été pris en compte et on le voit aujourd'hui. La Constitution, même en France, évolue avec le temps. La Constitution des années 60, même des années 90, n'est pas la même. Mais pour nous, en fait, c'est resté statu quo et ça donnait même beaucoup plus de pouvoir au président. Ça donnait même des régimes dictatoriaux, des dérives comme pas possible. Ce qui veut dire qu'au lieu de mettre en place des systèmes bicaméristes, on a mis des systèmes monocaméristes et ce qui a favorisé, en fait, des coups d'État, ce qui a favorisé, en fait, des insurrections un peu à droite à gauche, des mouvements rebelles. Bon, après, on prendra le temps d'en discuter. Oui. Mais ce qui veut dire que déjà, la démocratie, elle est fragilisée parce que nous avons importé un modèle exogène qui ne colle pas à nos réalités. Et il faudrait réfléchir là-dessus. D'accord. Et tu penses qu'une démocratie à l'africaine est possible ? Je pense qu'une démocratie à l'africaine est possible. Je vais prendre par exemple le cas du Burundi. D'accord. Le Burundi a mis en place un système bicaméral. Donc vous avez la Chambre haute. Qui se charge justement de traiter tout ce qui concerne les questions communautaires. Donc il y a quand même une parité. On essaie de mettre en place un système qui va permettre à ce que toutes les ethnies soient représentées, et même une diversité, même avec les femmes aussi, qui sont représentées. Et je pense que c'est un modèle comme ça qu'il faudrait présenter à l'échelle continentale. Une forme de fédéralisme. Une forme de fédéralisme. D'accord. Ah oui, je m'aurais dit quelque chose qui est très, très importante. On parle de démocratie. Lorsqu'on parle de démocratie, on doit d'abord parler du peuple. Lorsqu'on parle de démocratie avec des peuples immatures, pardonnez-moi les mots parfois primitifs, parce que nous sommes africains, je suis africain, j'aime mon peuple, mais j'aime bien pointer le doigt sur des défauts graves que ce peuple a. Parfois, l'africain, des fois un comportement primitif. Je vous dis bien le mot primitif. Donc tu intègres l'ensemble du continent des 54 pays. Les Noirs africains. D'accord. Dans quel sens? On parle de démocratie. L'Afrique noire. L'Afrique noire. D'accord. On parle de démocratie. Non. Mais en réalité, quand on regarde... Qu'est-ce qu'il y a de primitif? Ce qui fausse la démocratie en Afrique, c'est le tribalisme. Okay. Il est de Matadi, de Bakongo, moi je suis Moulouba. Si je pose ma candidature à la présidence et lui, vous allez voir, une bonne majorité des Balouba, vous me votez. Non parce que je tiens un discours, mais parce que je suis Moulouba. L'appartenance. Donc il n'y a pas de débat d'idées, il y a plutôt, c'est comme dans les pays arabes, quand on parle de démocratie, les gens votent plus pour le parti islamique, pour des raisons religieuses que pour des opinions. Donc être tribaliste, c'est être primitif. Mais oui, parce qu'ils vont très loin. Okay. Et quand je vais découper mon ami en petits morceaux parce qu'il n'est pas de ma tribu, c'est presque la barbarie. Okay. Ils sont des faits qui sont réels au Congo. C'est pas des... Moi, j'ai 4 personnes de ma tribu qui ont été découpées en petits morceaux. D'accord. Je peux vous dire la colère que j'ai et la déception que j'ai. Parce qu'avant de m'engager complètement dans la religion, dans ma foi, j'ai fait l'opposition politique. Et j'étais même candidat pour être commando en Libye, pour aller renverser le régime en place. D'accord. Mais quand je constatais ce comportement tribal dans l'UDPS à ses débuts, ça m'a dégoûté. D'accord. Donc le problème de l'Afrique, je crois qu'il y a possibilité d'avoir une démocratie adaptée en Afrique et surtout encadrée. D'accord. Parce que quand le peuple n'est pas mature, le peuple a encore ses raisonnements tribaux, le peuple parfois il est haineux. D'accord. Je sais pas. Et juste pour être sûr qu'on comprenne bien, qu'on comprenne tous, est-ce que ce qualificatif de primitif, tu l'associes à une partie de l'armée russe qui commet des actes en Ukraine dont on sait qu'ils ne sont pas toujours tout sains? Oui, okay. Mais bon. Non, pour être sûr. Je peux dire que, bon, on parle. Donc l'Afrique n'a pas le monopole des actions primitives. Non, il n'a pas. Surtout les pays arabes aussi, on voit ces comportements primitifs. Donc finalement, c'est l'homme qui est primitif, avec un grand H. Oui, mais quand on parle de démocratie en Afrique, il y a ce côté-là. D'abord, le peuple doit mûrir. Le peuple doit être instruit. Mais si on parle de démocratie, vous savez qu'une bonne partie, de notre peuple, par exemple le peuple congolais, n'est pas vraiment instruit. D'accord. Vous voyez, une bonne partie. Vous allez faire une démocratie avec des gens qui ne comprennent rien. Vous partagez des idées avec des gens qui comprennent l'inverse. D'accord. Donc manque d'éducation. Manque d'éducation. Okay. Parce que le mot primitif, si je peux me permettre, après on va céder la parole au frère Mbeko, le mot primitif a une historicité bien particulière. Il renvoie à une rhétorique racialiste selon laquelle
de façon définitive et essentielle, Oui. on est enfermé dans un état inférieur. C'est pour ça que le terme peut faire bondir. Mais, pasteur, on sait que tu as de l'énergie à revendre. Je vais souligner un truc là, Oui. primitif, pourquoi? Parce que je suis congolais, Ouais. je suis très enragé de ce qui se passe dans mon pays. Le comportement des Tutsis, par exemple, au Congo, c'est des primitifs. Non, mais on va des revenir. barbares, vous voyez? Ok. C'est pas que je dis le mot primitif. Ok. Oui. Herman, quelle est ta question, mon cher frère? J'ai demandé si la démocratie représente à tes yeux un idéal. Pas spécialement. C'est un outil qui peut permettre le bon déroulé et le bon fonctionnement d'une nation, mais ce n'est pas indispensable. Vous avez des pays qui sont dynamiques comme la Chine, ils ne sont pas dans une démocratie. Donc je ne dis pas que la démocratie est un système indispensable. Je dis que nous devons essayer de tendre au respect des différentes ethnies, au respect des différentes sensibilités religieuses. Et ça, c'est pas facile sur le continent africain. On parlait du Congo à l'instant. Le Congo est un pays, la République démocratique du Congo, extrêmement riche dans tous les sens du terme, que ce soit sur le terrain ethnique ou sur le terrain des matières premières. Et il faut composer avec ça. Et il faut mettre en place un système qui soit démocratique ou non, qui permette réellement l'exploitation pour les Congolais et pour les Africains de ces richesses qui existent. Ça, c'est pour moi l'objectif numéro un. Après, que ce soit avec la démocratie ou pas, ça c'est des détails. Mais je pense qu'on doit tous se concentrer sur cette finalité qui doit être l'épanouissement d'un maximum d'individus. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement le travail d'Hamzat, parce que lorsque, dans son ouvrage concernant la France-Afrique, il met le doigt là où ça fait mal. L'Empire qui ne veut pas mourir. En expliquant les coulisses, en expliquant comment l'État français et ses complices ont encore la mainmise sur certains États africains, ont encore la mainmise sur les matières premières, sont encore aux commandes via le franc CFA, via les bases militaires et via la complicité de nos chefs d'État, parce qu'il faut appeler un chat, continuent encore de nous empêcher de nous élever. Je trouve que c'est important que nous, en tant qu'Africains, nous soyons lucides sur ces enjeux et que nous travaillions tous à les dénoncer pour s'en débarrasser. Herman, si tu me le permets, un exemple concret. Hein, j'ai posé ma candidature Oui. en tant que, lors des élections législatives de 2018 à Kinshasa, Congo-Kinshasa. Juste après, il y a eu l'élection présidentielle. Pourquoi ce thème est important? Puisque là, en fin d'année 2023, il y aura l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'est un pays important en Afrique qui, selon moi, donne souvent le là des autres événements qui pourraient se dérouler en Afrique. D'accord. Donc c'est l'épicentre politique du continent. Oui, je pourrais dire oui. Okay. Oui. Je dirais que c'est le poumon du continent. C'est le poumon, voilà. Le poumon et c'est aussi le ventre mou, il faut le dire. Voilà, tout à fait. Okay. Ouais. Le bishop disait tout à l'heure que la population n'est pas suffisamment éduquée concernant le fait politique. C'est quelque chose que moi j'ai pu constater personnellement. Je me suis présenté dans la circonscription de Mbazangungu, au Congo central, une des 26 provinces de la RDC. Je me suis présenté en tant que candidat du parti qui est actuellement au pouvoir, du DPS. Donc c'est le parti du président Tshisekedi. Je suis allé sur place, sur mes fonds propres, d'autant plus, avec une équipe de 100 personnes. Et mon équipe était composée en majorité de Luba, les gens de son ethnie. Bon, mon épouse est Moulouba aussi. Ok. Concernant le tribalisme, il n'y a eu aucune difficulté. Il n'y a eu aucune difficulté. Les Congos, les Luba, etc., bon, il n'y a pas de problème. En réalité, le peuple en lui-même, avec l'ensemble de ses composantes ethniques, ne cherche pas l'affrontement. Les ethnies ne cherchent pas les affrontements entre elles, puisque nous sortons tous de la même famille. C'est la famille bantou. Nous parlons tous les mêmes langues, nous avons la même culture, avec quelques variantes, bien entendu. Moi, je n'ai pas eu le souci du tribalisme. On parle trop de tribalisme, alors qu'en réalité, dans les faits, moi, je ne l'ai pas constaté, je ne l'ai pas vécu, ça. Ok. Bon, maintenant... C'est important de le dire. Ah oui, je le dis. Ok. À Kinshasa, il y a des grands panneaux publicitaires,
cesser le tribalisme, arrêter avec le tribalisme. Moi, je le dis clairement, le tribalisme, c'est une affaire d'hommes politiques Qui instrumentalise. Mais vous allez à Kinshasa même, dans les quartiers, toutes les ethnies se mélangent entre elles. Se marient entre eux. Elles se marient Ok. sans problème. Je suis allé chercher mon épouse dans l'ethnie Luba. J'ai été mieux accueilli chez les Luba que chez les Bakongo, chez moi. J'ai plus d'amis Luba, Ngala, Mutetela, Teke, plus que ceux de mon ethnie. Donc, le fait tribal, c'est quelque chose qu'on avance un peu trop. D'accord. Moi, je n'y crois pas à titre personnel. Ouais, c'est un chiffon rouge, quoi. C'est un chiffon rouge, on abuse. C'est celui qui, dans telle ou telle province, veut exciter un peu les choses et puis prendre le pouvoir peut-être, qui vient animer cette discussion concernant le tribalisme. Et le concept de tribalisme, c'est quelque chose que les colons nous ont apporté. Les Belges qui ont colonisé la RDC sont spécialistes du tribalisme, puisque entre les Wallons et les Flamands, ils ne s'entendent pas. D'accord ? Lorsque je suis arrivé dans l'arrière-pays, effectivement, j'ai constaté que les gens n'étaient pas suffisamment éduqués par rapport aux faits politiques. D'accord ? Ils pas éduqués tout court ou par rapport spécialement aux faits politiques? En gros, c'est l'illettrisme qui règne? Non, non. Ils sont éduqués, non. Sauf que... Les gens savent lire, écrire, okay. Ils savent compter, ce ne sont pas que ce soit... Même si j'avoue qu'aujourd'hui, l'école en RDC ne fait plus son travail. D'accord ? L'école ne fait plus son travail. Donc le niveau, la qualité en tout cas de l'enseignement a énormément baissé, compte tenu des contextes économiques et autres. Bon, c'était mieux du temps de Mobutu ? Largement. Okay. Largement. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, les anciens le diront, largement. Aujourd'hui, les jeunes, bon, l'éducation, c'est plus trop ça, puisque les parents n'ont plus les moyens financiers pour les envoyer à l'école. Ça coûte trop cher. Même le professeur n'est pas payé suffisamment, il est démotivé, donc lui aussi va racketter les élèves. D'accord. Eh oui. Bon. Lorsque j'arrive sur le terrain, alors, concernant le fait de savoir lire, écrire, compter, etc., ça, il n'y a aucun problème. Les gens savent. Mais les idées, le débat d'idées, c'est ça qui fait défaut. Okay. Bien que le président au pouvoir soit quelqu'un de mon parti, j'ai l'honnêteté de dire qu'il a été voté, et encore voté, je mets des guillemets. Le patronyme de son père. C'est le nom du papa, Tshisekedi, qui joue en sa faveur. Parce que parlons peu, parlons bien. Voilà. C'est le nom du père qui a fait que... D'accord. Il ne doit pas grand-chose à son talent, il ne doit pas grand-chose à son charisme. Il n'en a pas. Et le projet même à présenter au peuple... Il faut quand même lui rendre... Pour un peu nuancer, il faut quand même lui rendre hommage quant à sa réaction face à Macron. Non. Là-dessus, même là-dessus, c'est trop petit. C'est de la communication, ça. C'est trop petit, ça. C'est pas assez. C'est pas ce qu'on attend d'un président. C'est le béaba. Est-ce que j'ai dit que c'est assez? J'ai juste dit, c'est possible. Quand il y a dans tout un menu, eh bien, tu peux goûter une partie, dire que cette partie, elle a été bonne. Même, on va alors l'applaudir parce qu'il a su répondre et pointer du doigt le président Emmanuel Macron. Mais concrètement, après... C'était juste une petite parenthèse. C'est aussi une pique qui s'adressait à lui personnellement, qui mettait en cause sa propre légitimité. Oui, donc, ça met en cause sa légitimité à la tête du pays, c'est vrai. Et ce ne sont pas les Français qui doivent venir nous donner des leçons sur la manière par laquelle nous allons nous y prendre pour mettre à la tête de nos pays telle ou telle personne. Alors, si je comprends bien, le problème majeur n'est pas tant le régime démocratique que l'espace public, la place laissée au débat contradictoire. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de débat, que ce soit au niveau de l'élection présidentielle, tout comme au niveau de l'élection législative. Il faut ce débat-là pour que la population sache pour quelles raisons elle va voter telle ou telle personne. Ça, il n'y a pas. Comment procède-t-on? Alors, attends. Après, là, ça va se transformer en meeting politique, il faut tourner la parole. Est-ce que vous avez des exemples en tête d'espaces politiques en Afrique où, justement, le débat public a cours? Est-ce que, pour revenir sur le propos du frère Pasteur, est-ce qu'il faut généraliser l'absence de débat public, cette vision selon laquelle il n'y a pas de place au débat public en Afrique, ou alors c'est propre au Congo et que c'est contredit dans d'autres espaces? Non, mais il y a des pays comme le Botswana qui sont quand même des destinations où il y a de la démocratie, il y a du pluralisme politique, il y a une opposition et il y a un pouvoir qui circule. Et il y a des vraies mesures qui ont été mises en place, notamment au niveau des minerais et des diamants, pour que les richesses profitent vraiment à la population. Donc quand il y a de la volonté
politique, quand il y a de la volonté des pouvoirs publics de mettre en place des systèmes vertueux, ça existe. Mais encore faut-il avoir envie. Tout à fait, il faut avoir envie, ce qui signifie aussi qu'il faut qu'il y ait des véritables figures. Le problème, démocratie ou pas? Alors, moi je suis, au risque de choquer tout le monde, j'aime le principe de l'autorité. J'aime les régimes autoritaires. Exemple? Exemple, la Chine. Poutine. Voilà. Aussi, la Russie aussi, effectivement. Ok. Parce que ça permet, en tout cas à une personne qui a une vision juste et bonne pour le peuple, de prendre le temps d'enseigner à son peuple Oui. le principe même de sa vision, le temps que le peuple aussi puisse s'adapter à la réalité de certaines circonstances, etc. Si je reprends encore à nouveau, vous me pardonnerez, je parle plus de la RDC parce que c'est ça que je connais le mieux, puisque j'ai tenté sur place et j'ai vu les réalités. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en mesure de dire, eh bien, nous ouvrons le suffrage universel, et puis il y a Donc plus de 500 partis. Le Congo aurait besoin d'avoir un Poutine. Oui, Ok. oui. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que si le Congo avait besoin d'avoir un Poutine, il n'y aurait pas besoin de démocratie, d'élection, il y aurait juste un Poutine. Donc je pense que c'est la question effectivement des hommes forts. En même temps, est-ce qu'un homme fort peut gérer réellement un pays? Pour moi, un homme fort, il impose une vision, il donne une ligne internationale, mais ce n'est pas le président chinois qui va régler les problèmes de la ville de Pékin ou d'un village. Donc il y a une démocratie qui se fait au niveau du quotidien des populations. Je pense que dans un village, ça n'a rien à voir avec Yaoundé ou avec le Cameroun, c'est géré différemment, puisque dans ces lieux, il y a des autorités traditionnelles qui sont parfois plus légitimes que des députés élus de partis fantoches qui n'ont aucune idée. Je pense qu'on met l'accent sur le fait que le peuple n'est pas éduqué, mais on a aussi beaucoup de candidats à des élections qui eux-mêmes n'ont aucune éducation politique. Exactement. Donc il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, et il y a un autre enjeu qui est la question économique, parce que la démocratie, c'est un coût économique. Et l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est que pour vous enrichir, vous devez être dans les cercles du pouvoir. Et donc beaucoup de gens entrent en politique avec l'étiquette de démocrate pour avoir accès au gâteau national. Donc la question, je pense, du financement des partis politiques, de tout ce que ça coûte, etc., ce sont des enjeux réels. Aujourd'hui, la démocratie, c'est une rente. Voilà, les partis politiques sont financés pour jouer le jeu de l'opposition, le pouvoir les achète, les corrompt, etc. On est vraiment sur un marché, on n'est pas réellement sur un débat d'idées. Et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, est l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et puis il y a également aussi la centralisation des pouvoirs. Si je prends le cas du Congo, par exemple, bon, Lumumba avait réussi à inverser un petit peu cette tendance-là, parce que voilà, il y avait la centralisation versus les partis régionalistes. Alors, j'aimerais quand même revenir aussi sur la notion de droit. Si je dois faire un lien, parce qu'on évoquait tout à l'heure la transposition, je reviens là-dessus, mais je pense que c'est quand même important de le souligner à mon sens. Les colons, quand ils sont arrivés, ils sont revenus avec le droit romano-germanique. Donc c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, tribalisme, individualité, par opposition au droit coutumier. Voilà, alors je l'évoquais, donc tout ce qui est collectivité, vivre en communauté, tout ça. Et comme nous, on avait plutôt, alors ils considéraient eux qu'on avait une tradition plutôt orale plus qu'écrite, ils ont considéré qu'on n'avait pas d'existence juridique. Voilà, donc ils nous ont imposé en fait leur vision, et on a fini par nous l'imprégner, ce qui est devenu finalement un danger pour nous et pour nos semblables. Et on a cru que c'était une réalité. Donc on a vécu avec ça, on a évolué avec cet état d'esprit qu'il fallait, si vous voulez, s'émanciper. Bon, déjà s'enrichir soi et montrer qu'on est meilleur que son voisin ou son frère. D'accord. Voilà. Donc moi je pense que déjà il y a un problème à ce niveau-là. Ça a brisé en fait cette chaîne de solidarité, la philosophie africaine même, bien sûr, parce que nous on avait l'habitude de vivre, on avait même nos droits. Alors le droit c'était quoi? Nous, tout pouvait se justifier, mais voilà, parce qu'on avait l'habitude de vivre en collectivité et en communauté, ce qui n'était pas le cas en fait du droit romano-germanique. En fait, je pense que... Oui, Non, je pense que l'un des enjeux aussi, c'est que la colonisation a déresponsabilisé les Africains. Et qu'au moment des indépendances, on n'a pas retrouvé des dirigeants africains, des élites africaines. La colonisation a infantilisé. Nous sommes restés des enfants. Alors, lorsque nous voyons nos présidents aujourd'hui, quand on dit que ce sont des marionnettes, etc., bon,
faut dire les choses très clairement, il y a une déresponsabilisation des élites politiques africaines. Il n'y a pas eu préparation. Comment on fait, Hamzat, comment on fait aujourd'hui pour se débarrasser de ces marionnettes? Comment on donne de l'espoir à la jeunesse? Comment on donne l'espoir à tout un continent qui aspire à plus de liberté, qui aspire à plus de bien-être et qui se réveille un matin avec un président qui est là depuis 20 ans, 30 ans, ce même président qui était là alors qu'il n'était pas encore né? Comment on fait? Mouvement populaire, insurrection populaire, Tout à fait. Coup d'État dans certains cas, il y a des coups d'État progressistes. Donc il y en a eu tu beaucoup prônes dans le coup l'histoire. d'État. Je ne prône pas le coup d'État, mais ce que nous avons constaté, c'est que la démocratie permet des coups d'État constitutionnels. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui modifier la Constitution. Au passage, les Britanniques n'ont pas de Constitution écrite, elle est orale. Donc même ce principe de la Constitution écrite, il est spécifique, je dirais, au modèle français. Ensuite, on a des pouvoirs et des autorités traditionnelles qui, autrefois, pouvaient démettre les dirigeants. C'est-à-dire que l'un des enjeux, l'un des problèmes que nous avons, c'est comment on fait partir les gens qu'on a mis en place. Des gens qui peuvent arriver au pouvoir démocratiquement Qui veulent rester. et qui ne veulent pas partir. Or, dans nos sociétés d'avant, on avait des griots ou des conseillers qui, quand ils envoyaient des œufs d'autruche, ça voulait dire que le souverain doit se suicider, tout simplement. C'est clair. Moi, je pense que nous sommes en train de faire des constats, ce que le maître... Le marabout. Le marabout, il a dit, est important parce qu'on doit donner un espoir. Oui. Et le vrai problème, d'abord, je voulais souligner l'appréciation que j'ai pour le président Félix. Parce que depuis que l'Afrique existe, je crois que c'est le premier président qui se laisse insulter autant sans faire disparaître quelqu'un. Dans tout le continent africain. Ah, c'est intéressant comme vision. Ah ben oui. Il a imposé la démocratie. Il a accepté aujourd'hui. Je ne sais pas si même au Cameroun ou bien Donc c'est un président sans autorité. au C'est pas Sénégal. sans autorité, c'est qu'il laisse la libre expression. La liberté. Même on expression. l'insulte, on va jusqu'à insulter sa mère. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Mais on verra lors de son deuxième mandat. Oui, voilà. Non, et tu as anticipé, très bonne remarque, parce que tu as anticipé ma question. Est-ce que l'un des freins à l'émancipation des populations, à l'avancée vers un idéal commun, ce ne serait pas le droit d'aînesse? Non. Non, pour vous, c'est pas un problème, le droit d'aînesse? Non, Ok. bien au contraire. Alors pour vous, c'est quoi, qu'on se mette bien d'accord, pour vous, c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est de donner une primauté aux anciens de par leur expérience, de par leur âge. Mais c'est pas parce C'est que... ça, c'est ça le... Mais oui. on devrait justement... Non, mais sur le terrain intellectuel, hein, Non, quand mais je dis le droit d'aînesse. c'est comme Hamzat, je sais qu'il est plus âgé que moi. Quand je parle avec lui, il y a un certain respect, respect, bien il y a une sûr. certaine considération Oui. de par son expérience. Oui. Mais c'est pas pour autant que je peux pas le contredire si je suis pas d'accord avec lui. Ah, mais là, c'est pas le droit d'aînesse alors. Mais si. Ah là, désolé. Est-ce qu'on parle de Ah, droit désolé. d'aînesse tel que... Je parle du droit d'aînesse tel qu'il est appliqué en Afrique, où quand un aîné parle, un plus jeune ne peut pas le contredire. Non, Ah, non. Ça n'existe plus, ça? C'est fini, ça? Mais non, ça n'existe pas. Ok. Là, tu te Avec caricatures l'émergence des toi-même. réseaux sociaux, de toute façon. Mais non, d'ailleurs, je parle- à ce propos, Oui. avant que les colons arrivent sur le territoire africain, Oui. je pense notamment à Diego Cao lorsqu'il arrive dans le royaume Congo, dans les années 1480, 1490 à peu près. Lorsque lui-même arrive, il décrit ce qu'il voit. Il voit quoi? Il voit des sociétés parfaitement dirigées par un chef, D'accord. qui arrive au pouvoir comment? Parce que les anciens dans ce royaume se réunissent et recherchent parmi la population celui qui est estimé comme étant le plus sage D'accord. En termes de qualité humaine. en termes de qualité humaine. Et je pense que nous devons interroger notre histoire au lieu d'aller chercher des concepts venus d'ailleurs, même si la démocratie n'est pas un concept européen tel qu'on voudrait nous le faire croire. Nous savons, voilà, nous connaissons l'histoire par rapport à l'Égypte antique. Interrogeons notre passé. Retournons à nous-mêmes. Cherchons à savoir qui nous sommes. Comment nos anciens faisaient, comment nos anciens s'y prenaient pour mettre en avant telle ou telle personne apte à diriger nos sociétés. Et tu as la réponse? Je pense qu'il faut... énormément d'exemples différents. Il y a des- tout à fait. Plusieurs manières de gouverner. Non, en gros, ce qu'il a dit, je pense, hein, c'est comment détecter l'élu. C'est ça que tu évoques. Oui, Mais il y a des initiations. Voilà, des oui, rites tu poses la initiatiques question. qui existent. bien sûr. Il y a des bien sûr. initiations, il y a des épreuves. Justement. Il y a des sociétés, par exemple, où lorsque vous êtes nommé chef, le premier acte, c'est de vous présenter nu devant votre peuple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes nu, le roi est nu, ben vous êtes, entre guillemets, pas désacralisé, mais
Vous vous montrez tel que vous êtes réellement. Et ça, c'est quelque chose qui joue sur les images. Je n'avais pas terminé sur les solutions que je proposais pour donner un espoir à nos à la jeunes. jeunesse. Parce qu'on peut passer toute la journée, toute l'année à constater, Et à encore se constater. victimiser, à se valoriser. Nous sommes les meilleurs. Mais le problème reste là. On est les derniers. Vous savez cela. Hein. Pardonnez-moi les mots. Je fais mes recherches. Les afros, que ce soit afro-antillais, afro-américains, dans toutes les couches sociales de n'importe quel pays, nous sommes en bas de l'échelle sociale. Il faut le reconnaître, oui. Nous sommes en bas, partout où vous allez, les Noirs américains, c'est le peuple le plus bas aux États-Unis. Même les Latinos sont plus développés aujourd'hui. De toute façon, tant que l'Afrique- En France, on est plus bas que les Roms. Ça va pas se passer, hein. Est-ce qu'en France, on est plus bas que les Roms? Le Rhum, quand même, c'est pas vraiment un peuple Ah, ok, représentatif en ok, France. ok. Non, c'est sombre. Bon, je vais continuer un peu. Qu'est-ce que tu préconises? Voilà, la première chose que je préconise, c'est rendre pénal tout propos, tout discours tribaliste. Et puis, s'en tenir. Par exemple, au Congo aujourd'hui, on attend des députés qui disent tuer les Balouba. Des individus comme ça. Non, mais Non, faut pas exagérer non plus. Non, mais Attends, je vais terminer. Vous allez. Je donne mes idées. on va entendre les idées et on va répondre. De rendre pénal. Les discours tribalistes. Oui, toute incitation à la haine, tout candidat qui tient des propos haineux, tribaux, comme en France, il doit être éligible, sans compromis. Deuxième chose, le problème des coups d'État. Si c'est possible, le seul moyen de lutter contre le coup d'État, c'est de fédérer les armées. Par exemple, l'armée congolaise, l'armée rwandaise, oui, l'armée Centrafricaine, angolaise, arriver à faire une coalition. Une coalition dans laquelle on donne autorisation à toute armée voisine d'intervenir en cas de coup d'État. Parce que le problème de coup d'État, c'est nos propres soldats, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, ils prennent le pouvoir, des fois ils n'ont aucun bagage intellectuel pour diriger un pays. C'est comme pardonnez-moi, c'est comme un macaque qui saute dans un arbre, il aime la mangue. Vous allez vous attendre tous les deux. Oui, il veut, c'est comme au Mali, hein. Un gars, il prend le pouvoir. Il veut rester. Ils sont formés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires d'aujourd'hui, ils ont quand même une certaine formation, une certaine conscience politique. Et la question qui se pose en réalité, c'est quelle est la place de l'armée dans nos démocraties, dans nos États. On peut se poser la question, mais dès qu'ils ont le moyen de prendre le pouvoir et qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une réaction, c'est la force c'est l'équilibre de force. Ouais. Si il y a une forme d'accord entre pays africains en cas de coup d'État, tout pays africain a droit d'intervenir pour stopper le meurtrier qui a tué le président. Je pense que ça peut amener certains militaires à réfléchir 2 fois avant de faire un coup d'État. Mais là, c'est les premiers pas du fédéralisme. Oui, mais pour en arriver à ça, il faut... J'aimerais rebondir sur les propositions qui sont faites par le pasteur. Ouais. Moi, j'entends ce que tu dis quand tu parles de lutter contre les incitations à la haine, qu'elles soient d'ordre tribal ou religieuse, peu importe, même d'ordre sexuel, je suis d'accord avec toi. Il faut combattre ces incitations à la haine qui sont en réalité des démonstrations d'intolérance et d'absence de liberté d'expression. Ouais. J'y souscris. Mais moi, je trouve qu'il y a d'autres urgences au niveau notamment du Congo, et je veux mettre les pieds dans le plat, au risque de te plaire, pasteur. Ouais. Je trouve qu'il y a trop d'églises au Congo. Oui. Je trouve qu'il y a trop d'églises. Je trouve qu'aujourd'hui, le Congolais passe son temps à prier, à faire des jeûnes et prières. Exactement. Moi, la dernière fois que j'étais au Congo, j'avais une tante, elle est partie jeûner pendant 20 jours. Mon Dieu. Et on se retrouve dans des situations où la foi a pris une place prépondérante. Et les pasteurs se servent de ces personnes pour s'enrichir, parce que plus il y a de culte, plus il y a de dîmes, plus il y a de personnes qui participent au culte, plus il y a des gens qui sont susceptibles de t'enrichir avec l'argent qu'ils vont donner. Donc il y a un business qui s'est développé autour des églises au Congo, qui fait qu'on a l'impression que les gens sont devenus tellement désespérés qu'ils remettent tout leur espoir dans un divin ou dans une attente qui est complètement démesurée. Et je dis qu'il faut réduire de manière drastique. Réglementer. Mais comment de manière drastique, on casse. Il y a des églises, on les casse. Ouais. Et tu sais qu'il y avait une église à Kinshasa, je ne sais pas si elle existe toujours, c'est l'église à Muntaka là,
où les gens ils allaient à l'église tout nus. Et nu. Ah bon? Oui. Les gens ils allaient à l'église tout nus. Oui. J'espère que vous n'êtes pas allé là-bas. Non, moi, je suis Passer juste dans la rue. Mais les gens ils allaient tout nus à l'église. C'est pas vrai. Et ils expliquaient que c'était parce que le vêtement c'est le péché. Donc quand tu vas à l'église, tu mets pas de péché sur toi, tu rentres et tu chantes, tu pries tout nu. D'accord. Le pasteur est nu, tout le monde est nu. La situation s'explique aussi. Église Ça, on peut combattre cette situation-là. Des églises à l'excès, le nombre d'églises. Il y a plus d'églises que d'entreprises, et on s'étonne qu'il y ait du chômage dans le pays. Il y a plus de pasteurs que de chefs d'entreprise, et les gens s'étonnent qu'il y ait du chômage dans le pays. Les gens vont maintenant demander la délivrance contre l'esprit du chômage, si tant est que ça existe. D'accord. Bon, le problème, si on devait parler des propositions à faire, mis à part les églises, je pourrais revenir dessus, mais déjà à la tête du pays. Ça commence là d'abord. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une vision. D'accord ? Bien entendu, un homme seul, quand bien même il a la meilleure des visions au monde, ne peut pas tout faire. On est d'accord. On doit pouvoir encadrer cette personne-là. Lui-même doit savoir s'encadrer de personnes suffisamment éduquées. Donc là, tu soulèves la question de la construction des élites, de Je l'élite soulève intellectuelle, le problème des hauts fonctionnaires. des hauts fonctionnaires, justement, et c'est là où nos pays ont perdu pied au moment des indépendances. Où sont nos Sciences Po, où sont nos ENA? Exactement. Ok. Nous n'avions pas de structure permettant de former les élites. Lorsque, dans les années 60, les indépendances sont proclamées, où sont ceux qui étaient capables de gérer un pays du début jusqu'à la fin? D'autre part, Il a une réponse. En fait, ce dont nous avons besoin, c'est des gens polyvalents. Cheikh Anta Diop lui-même le disait en 60, on n'a pas suffisamment de ressources et de cadres pour tout faire, donc celui qui se forme doit se former à la polyvalence. Et quand vous regardez les autres hautes fonctions dans le monde, ben, ce sont des gens qui maîtrisent aussi bien l'économie que les questions énergétiques, etc. Donc il y a un vrai travail, je pense, de formation. Mais en même temps, il faut que ce soit adapté aux réalités de nos États. bien sûr, Et la question qui se pose, c'est de savoir si nous avons réellement des États. Je pense qu'on parle beaucoup là de démocratie, mais est-ce qu'on a réellement des États qui justifient une dans quel sens? démocratie? L'État a été vidé par les programmes d'ajustement structurel. On a estimé qu'on n'avait plus besoin d'État, que ce n'était plus le cadre dans lequel devait se penser la gouvernance. C'est-à-dire que c'est le marché qui doit gérer. Oui. Et c'est l'arrivée du marché qui permet aussi aux églises de prospérer. On estime que l'État doit se retirer. Structurel, donc tu fais référence à nos amis du FMI, Du FMI et de la Banque mondiale, qui ont totalement décapité l'État au moment même où on nous disait politiquement convertissez-vous à la démocratie. C'est-à-dire qu'au moment où on dit aux gens valider la démocratie, on vide l'État qui devait être le réceptacle de ces démocraties. Donc il y a un problème entre le volet économique et le volet politique de la chose. Et tant qu'on ne résout pas cette discordance, je pense qu'on parlera un peu dans le vent, quoi. mais il y a une autre question qui se pose. Hein. Alors, en termes de propositions, parce que là, on évoquait tout à l'heure, je pense que l'éducation a une place prépondérante. Parce que dans les années 60, on voyait par exemple les pays des dragons qui sont en Asie. Ils étaient derrière nous. Oui. Comment on peut expliquer que 60 ans plus tard, ils sont à la tête de la pointe au niveau de l'éducation, hein, et nous, on est les derniers. C'est ça qu'il faut dire. L'école. Il y a trop de divertissement chez nous. Il y a beaucoup trop de divertissement. Je pense qu'il faudrait axer en fait. Voilà. Beaucoup de divertissement, la musique, Trop de divertissement, La prière. la prière, trop de divertissement. Bien sûr. Il y a aussi le sport, trop de Il y a divertissement. trop de marabouts. Non, les marabouts c'est marginal. mais on a une place à l'effort intellectuel qui est trop peu. Qui est trop peu, exactement. Mais par exemple, en Corée du Sud, vous savez c'est quelle fonction qui est la mieux rémunérée? Le professeur. C'est le professeur qui est le mieux rémunéré. Ce qui n'est pas du tout le cas chez nous en Afrique. Et puis même, il y a aussi ce problème de limitation aussi de nombre de personnes aussi dans les classes. Je pense que 30 personnes, voilà, ça doit être vraiment le maximum. Quand on va dans nos pays, on est des fois 200, 300. C'est pas quelque chose de plausible. Mais tout ça, il faut, mais- le dire. Après, je pense aussi, il faut l'articuler dans des projets. Ah oui, bah bien sûr. Nous, mais les c'est- funérailles des tabous, c'est justement une chaîne qui est là pour donner la parole à des frères et des sœurs qui ont des choses innovantes à proposer et aussi qui sont capables d'être force de proposition avec des actions sur le terrain. Exactement. Parce qu'à un moment donné, les gens vont vous demander des comptes. Bon, les gars, vous êtes réunis autour d'une Bien table, sûr. autour d'un Exactement. plateau, c'était On est exotique. d'accord, on est d'accord, Qu'est-ce on que est vous avez fait dans les 5 ans, les 10 ans qui ont suivi? Mais On est d'accord. justement, mon cher confrère, cher compatriote aussi, et cher frère, tu soulèves un point qui est extrêmement important, celui du retour au pays de ceux que nous appelons communément la diaspora. Ouais, diaspora. C'est bien beau, nous sommes assis, nous discutons, etc., bien habillés, parfait.
Pendant ce temps-là, nous avons des millions et des millions de frères et sœurs là-bas de l'autre côté qui sont dans la difficulté. Et les prochaines élections ne vont strictement rien changer. Nous qui avons grandi ici. Ici aussi, hein, nous en avons qui sont dans la difficulté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut agir sur les deux plans. Voilà, Il faut agir sur les deux plans. oui, préciser. Mais à un moment donné, et parce que les émeutes là qui. tout à fait. Justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est les nôtres. Parler de ça Voilà, actuellement. C'est De ce toute dont on façon, la parlait tout à l'heure. diaspora, c'est le 55e Voilà, là. c'est pour ça que c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi à faire ici. À un moment donné, nos parents sont venus ici avec l'idée d'avoir une meilleure vie pour eux, bien entendu, mais également pour leurs enfants. Bon, ceux qui ont pu avoir une meilleure vie, tant mieux. Mais nous avons grandi ici. Pour d'autres qui sont nés ici et qui n'ont même pas encore vu le pays, toute notre vie, nous la construisons ici. Nous avons pu bénéficier de l'enseignement. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de leurs Bon gré, malgré. Bon gré, malgré. Bon, on a quand même un bagage, d'accord? On a quand même un bagage. À un moment donné, il faut s'asseoir. Le président Macron est capable de rassembler toute la diaspora pour parler de la politique en Afrique. À Montpellier. À Montpellier, sans nos présidents. Mais quand est-ce que nous-mêmes, la diaspora, nous allons nous asseoir et mettre en place les assises de la diaspora en vue d'un retour massif au pays? Il y a une tentative. Mais peut-être que c'est à toi de lancer le mouvement, Piercy. Justement. Peut-être que tu as l'occasion de lancer un mouvement. Justement. Attends, je vais dire une chose. C'est le funérail des tabous. Ah, voilà. Le pasteur veut nous choquer. Je vais vous choquer un peu pour vous dire une chose. Je suis un peu tranchant, Oui. mais je parle avec mon cœur. Hein. Ok. Je pense que l'Africain n'a jamais été libre depuis l'esclavage, la colonisation. Arrêtons de rêver. Nous pouvons parler ici. L'Afrique a des intellectuels, des gens intelligents, des gens capables de relever les défis, comme les Chinois. Oui. En nombre Mais suffisamment ils n'ont grand. pas le pouvoir. En nombre suffisamment grand. Oui, mais non, mais Attends, ça. ils n'ont pas le pouvoir, c'est l'Europe qui dirige l'Afrique Mais ça, jusqu'à on a- aujourd'hui. Attends, non, mais Donc on peut dire tout ce qu'on veut. Ça, nous l'avons constaté. Non, mais ça, on est Nos d'accord. présidents sont choisis par l'Europe. On peut faire tout ce... Attends, pour Kabila, Joseph Kabila, qui l'a mis président? Mais pasteur. C'est le... Cher pasteur. le- Amen. Oui. Bon. Mais ça, on est d'accord. Attends, on parle, là, tu parles de l'Afrique francophone. Non, mais ça, on est d'accord. L'Afrique, c'est pas valable pour l'Afrique Moi, francophone. moi, ce qui m'intéresse, parce que cette émission, c'est pas le bureau des pleurs. Voilà. Ouais. Exactement. Cette émission, c'est on offre des possibilités. Qu'est-ce que vous êtes prêts, tous ensemble, à mettre en place, à mettre sur pied pour améliorer le degré d'éducation, pour améliorer le degré de savoir, Voilà. pour améliorer éventuellement le manque d'emploi? Qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre en place? Merci, explique-nous qu'est-ce que c'est. Voilà. Ici, ce livre qui s'appelle Émergence africaine et afro-caribéenne, écrit par mon ami Gaston Maungu, qui est par ailleurs aussi un homme d'église, un homme de Dieu, Ah bon. qui s'interroge justement sur la situation de nos pays. Pourquoi cette situation et comment modifier cette situation. Il a écrit d'autres livres, Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains et Pourquoi l'Africain croupit-il misérable sur ses richesses. Ce livre, c'est un projet de société. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, d'accord, C'est évoqué dedans. c'est évoqué. La C'est évoqué. construction d'une nouvelle élite. La construction d'une nouvelle élite qui ne peut pas se faire sans la diaspora, bien entendu. Le rôle important de la diaspora. À un moment donné, il va falloir arrêter de se plaindre et de chercher à être aimé ici, en Occident et partout ailleurs dans le monde. À un moment donné, la responsabilité de toute diaspora, c'est de rentrer au pays, Prendre le pouvoir. si possible, mais jamais en délaissant ceux qui sont restés sur place. D'accord ? C'est pour ça que j'en appelle à des assises de la diaspora africaine en général, et où on peut aussi évoquer pays par pays, mais à un moment donné, il faut Quand tu qu'on dis ton rentre. appel, c'est que tu vas mettre la pierre à cette C'est initiative. l'idée que j'ai. Ok. C'est l'idée que j'ai. Et sur la base de cette idée, il y a ce livre qui regroupe justement l'ensemble des idées concernant l'amélioration de la situation politique, D'accord. les institutions politiques, D'accord. les institutions sociales telles que l'école, les hôpitaux, et puis et ainsi de suite. D'accord. Pour améliorer les conditions de vie. Rapport homme-femme aussi. Rapport homme-femme Ok. également, et aussi tout ce qui concerne les églises, parce que c'est un véritable fléau. J'ai la foi, je crois vraiment en Christ. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je crois que la progression de l'Afrique, le développement de l'Afrique passe aussi par une divine intervention
du Seigneur. Je le crois fondamentalement. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme de foi, Ouais. Que Jésus crois va nous vraiment- sauver, c'est ce qu'il dit. Non, non pas qu'il va nous sauver. Non, pas qu'il va nous sauver. Non, je dis qu'il donne l'intelligence D'accord. pour permettre à des hommes Ouais. d'écrire D'accord. des choses, Ok. de concevoir des Ok. choses, d'avoir des idées pour créer des institutions Ok. qui permettront à l'autre de bien vivre. D'accord. Parce que ce que nous voulons mettre en place, c'est ce que disait le Christ, aimez-vous les uns les autres. D'accord. Mais comment est-ce que vous allez vous aimer les uns les autres? Ça va passer à travers la création d'institutions stables et qui vont permettre le développement. D'accord. D'accord. Hamzat, qu'est-ce que tu proposes, toi? Qu'est-ce que tu préconises comme outil pour, de manière assez efficace, avoir un impact sur le réel? Il faudrait que les organisations politiques se fédèrent autour d'un même centre de formation politique, idéologique, qui puisse servir de fêtière aux générations d'hommes et de femmes politiques de demain. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faudrait qu'on instaure un fonds de financement pour repenser justement nos institutions, puisqu'on a parlé de Montpellier, mais il y a aussi le fameux fonds d'innovation pour la démocratie d'Achibembe, des millions de dollars pour je ne sais quelle démocratie à l'africaine. Donc deuxièmement, le financement. Troisièmement, les technologies, puisque quand on parle de la Corée du Sud et de ces pays-là, c'est la question de la technologie. Dépôt de brevet. La technologie est un outil essentiel de la démocratie. On le voit avec la question des réseaux sociaux. Si on ne contrôle pas nous-mêmes ces appareils-là, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation de démocratie, puisqu'aujourd'hui, une grande partie de ce débat-là se fait sur ces outils qu'on ne possède pas. Bon, les Nigérians, ils ont leur plateforme plus ou moins, bon, les Sud-Africains aussi un peu. TikTok étant un instrument d'abrutissement des masses. Oui et C'est non. démontré. En Chine, c'est un instrument d'éducation. En dehors de la Chine, c'est un instrument ce sont des d'abrutissement. outils et ça dépend le logiciel, la disquette Voilà, que l'on met dedans. Comme un couteau, ça peut servir à couper une mangue ou à trancher la gorge de sa femme. Et L'apport, pardon, Oui. professeur, l'apport des nouvelles technologies, moi je l'ai constaté, les jeunes aujourd'hui sont plus avertis. On parlait tout à l'heure du fait politique, hein, c'est-à-dire, là où les anciens ne comprenaient pas grand-chose, les jeunes sont un peu plus avertis à la chose parce qu'ils ont entre les mains cet outil que nous appelons le téléphone portable avec toute son intelligence à l'intérieur. Et D'accord. voilà. Ça a permis en tout cas comment dire, de stimuler D'accord. un certain intérêt en tout cas sur la politique, ce qui se fait ailleurs. Le désir d'apprendre. Le désir de se d'apprendre, former. etc. Tout à fait. Ok. D'où ça demandera aussi des bibliothèques, etc. Tout ça, là, nous en Surtout. manquons. Voilà. Parce que Moi, j'ai encore il une faut question. rentrer dans les livres. Moi, Dernière j'ai encore une question. question. Je voudrais Dernière juste intervenir. C'est Pardon. pour toi la question. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Pour toi la question. Vas-y, je t'en prie. Comment toi tu vois l'avenir sur le continent africain? Parce que je sais, tout à l'heure pour t'avoir entendu parler, que tu disais qu'il fallait revenir régulièrement sur le continent, être actif. Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place assez rapidement pour impacter ces jeunes, pour impacter ces personnes qui nous suivent et qui se disent que la diaspora doit venir impulser une énergie? Qu'est-ce que toi tu préconises? Alors, moi, déjà, dans un premier temps, c'est l'éducation, c'est la priorité. Alors, il y a deux axes. L'éducation, la faire là en attend? Ah non, pas du tout. Non. Parce qu'on peut éduquer quelqu'un Alors, et en faire un larbin. larbin. un larbin, Lui exactement. transmettre le Non, complexe non. du larbinisme. hein. Non. Alors, éducation basée sur nos réalités. Alors, je m'explique. Dans nos éducations, nous, aujourd'hui, vu que la majorité de ce qu'on nous enseignait, c'est de l'importation, donc si je fais référence à une personne, je vais nommer donc Hegel, par opposition justement à la lignée diopienne. Donc moi, si demain, alors c'est un de mes projets hein, d'ailleurs, donc c'est d'ouvrir une école qui va former justement les élites. J'en avais déjà discuté avec toi. Quel pays? La République centrafricaine déjà pour commencer. À Bangui. Bangui. Après, j'aimerais bien C'est l'étendre. bien de le dire parce que peut-être qu'il y a des frères au CER qui eux aussi ont ce projet et qu'en voyant la vidéo vont peut-être te contacter. Ah, j'espère Donc, bien. c'est bien que ce genre de projet soit publiquement rendu de façon à ce que ça puisse aussi intéresser des investisseurs ou des partenaires. Donc c'est important de le dire. On vous donne cette tribune pour que vous puissiez vous exprimer, messieurs. Bah écoute, merci bien en tout cas. Autre point aussi, j'en profite aussi pour le dire parce que il faut quand même, je pense que l'éducation aussi des femmes aussi est quand même importante. Oui, mais alors attends, on va revenir dessus, mais là il y a un truc qui m'a fait tiquer. Ouais, dis-moi. C'est Hegel en opposition avec une vision Avec diopienne. oui, alors Cheikh Anta Diop, exactement. Donc en fait, c'est deux écoles différentes. Si vous voulez, dans la théorie en fait hegelienne, Oui. donc qui a servi en fait de modèle en fait dans les universités en fait européennes. Oui. La vision en fait que lui décrivait de l'Afrique, c'était c'était une vision qui n'était pas progressiste. Donc ce qui a servi en fait à des théories qu'on a connues par la suite, comme Gobineau, hein, qui ont servi à nous mettre en esclavage et à nous tenir en fait dans un état en fait léthargique. Donc l'idée,
pour moi, c'est de revenir vraiment à nos fondements, à ce qui fait vraiment en fait nos forces, donc nos traditions. Et c'est là justement que je rejoins donc la vision diopienne, donc par opposition à celle d'Hegel, parce qu'elle correspond vraiment à notre histoire, à notre culture, à notre identité aussi, et puis à notre paradigme. Et puis dans les fondements culturels et économiques de l'État d'Afrique noire, francophone, enfin d'Afrique noire. Donc chez Quanta Diop, justement, donner ces lignes directrices à suivre pour pouvoir constituer en fait un État fédéral fort. Et je pense que déjà tout est dit dedans. Ok. Et en fait, Frère Hamza est d'accord. oui, mais en fait, c'est-à-dire en fait, c'est limite, on n'a pas besoin en fait de débattre plus que ça. Il y a juste à mettre en application. Et tu veux y rajouter également un plan. C'est justement pour ça que nous insistons sur le fait que l'heure du débat, c'est un temps, et que l'heure de l'action, c'est un autre temps. C'est un autre temps. Je suis d'accord avec toi. C'est votre responsabilité en tant qu'intellectuel, en tant que professeur, en tant que penseur, en tant qu'avocat, en tant que juriste, avec vos moyens, évidemment, de mettre en place de façon concrète des institutions, même si c'est une école que de 30 personnes, si je dis à 30 personnes. C'est déjà ça. Après, peut-être que l'année d'après, ils seront 50. Après, ils seront peut-être 100. Si c'est un centre de formation sur l'histoire de 20 personnes, on prend les 20 personnes. Et je pense que nous avons aussi tendance à être beaucoup trop passifs au niveau de la diaspora. Exactement. Il faut se regarder aussi droit dans les yeux et voir que moi, je vois beaucoup de frères et sœurs avec des potentialités incroyables et qui se plaignent des réalités africaines, mais qui ne font rien aussi à leur petit niveau. Et qui sont bien dans leur confort ici, à Aulnay-sous-Bois, éventuellement à Clichy, ou dans le 8e arrondissement, mais qui en même temps vont se plaindre. Le point que tu soulèves, c'est très important. C'est pour ça que je pense que même dans notre discours, comment on aborde la question africaine, il faut même changer en fait la façon de voir, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup trop dans la victimisation. Et aujourd'hui, il faut prendre conscience en fait de notre État. Ok, c'est une chose, mais il faut se rappeler que nous sommes historiquement un peuple puissant et que l'Afrique est un continent puissant. Il faut reprendre notre pouvoir. Mais lui, il va plus loin. Si oui. je peux me permettre, parce qu'on arrive bientôt à la fin, il va un peu plus loin. En gros, il vous pose la question. Là, concrètement, est-ce que vous êtes déjà dans un processus de création d'une école, d'un centre de formation? Oui, c'est déjà. Ok. Oui. Moi, je peux nous en dire plus, s'il vous plaît? Je rentre prochainement là à Kinshasa. Oui. Déjà pour déposer un certain nombre de statuts par rapport à bon, j'appelle ça association, hein, c'est le terme générique, qui va pouvoir justement permettre de former. D'accord. D'abord, des professeurs. D'accord. Les professeurs eux-mêmes doivent être formés. Bien sûr. La base à notre histoire. C'est la base de la base. Voilà. Les professeurs aussi permettre une scolarisation gratuite des enfants. Mais on va leur enseigner quoi? On va leur enseigner notre histoire. D'accord. On nous a dit que notre histoire commençait avec Diego Cao en Afrique centrale, ce qui est faux. On va leur enseigner toute notre histoire depuis les premiers jours des différents royaumes qu'il y a eu. D'accord. Dans nos langues. La question de la langue est extrêmement importante. Dans la même idée, je souhaiterais, et j'entends justement mettre ça en place ici, probablement dans le 93, un centre, une forme de bibliothèque, où il y aura aussi, à certains moments, des cours qui seront donnés pour que nos enfants puissent s'approprier les langues d'origine de leurs parents. D'accord, on va te mettre en contact avec Dali. Avec Dali, oui. Voilà, les langues d'origine de leurs parents. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop disait aussi, effectivement, hein, professeur, si je me trompe, vous me corrigez. Comment est-ce possible que dans une ville comme Kinshasa, par exemple, la plus grande ville francophone au monde, on est en plein milieu de l'Afrique, comment se dire Bantou? Comment se dire Luba? Comment se dire Congo? Comment se dire Teke? Si, déjà à travers nos institutions, nos langues ne sont pas exploitées. Ça, c'est un grand débat, on reviendra dessus. Grand débat, voilà. C'est très important. La question de la langue, parce qu'en réalité, tout ça, c'est la question de l'identité. Non, je suis d'accord, Cheikh Anta Diop a écrit Destination Nègre et Culture en français, mais bon, c'est un grand débat. Mais ça, on fera un débat là-dessus. J'ai une petite question un peu, comment je peux dire, qui pourrait être embarrassante. J'adore Pasteur. Non, parce que c'est... Tu peux y aller, il faut se lever de bonheur pour nous embarrasser. Pour nous embarrasser, il faut se lever de bonheur. Et tous ces gens-là, vous les mettez ministres, ils ne vont pas se remplir les poches? Mais tant qu'on n'a pas ici, on ne peut pas savoir. Oui. C'est ça le problème de l'Afrique. Moi, je peux Moi, je dois accorder les bénéfices du doute. Moi, je peux répondre. Moi, je dois accorder les bénéfices. Moi, je peux répondre. Je peux répondre. Je vais terminer ma question. Parce qu'en Afrique, le problème, c'est que moi, je trouve qu'il y a quelque chose, il faut une éducation morale. L'éthique. L'éthique par des pasteurs, des imams, qui n'enseignent pas que l'aspect spirituel,
mais civique. La vertu. L'homme africain. Mais pasteur, vous aviez tout entre les mains pour le faire. C'est ça. La Bible que vous prêchez tous les jours, vous l'avez entre les mains. C'est qu'on n'aime pas nos pays nous-mêmes. Vous prenez quelqu'un qui étudie en Europe, docteur en économie, vous le mettez ministre, il ne fait que voler. Alors, écoutez-moi bien, regardez nos gouvernements. Moi je vous dis parce que... mais dans le cas du Congo, c'est fait exprès depuis le début. Les frères, pardonnez-moi. C'est différent. Hélas, le temps, il nous fait souvent défaut. Il n'est pas extensible. Il n'est pas extensible à l'infini, le temps. Là, ce qui est intéressant, on reviendra sur une autre émission là-dessus, c'est que là, il y a une fracture générationnelle, une vision un peu pessimiste, une vision optimiste, qui a raison, qui a tort, peut-être au milieu le réalisme. Les deux se complètent. C'est aussi la dialectique hegelienne. C'est pour ça que Hegel, il a condamné, mais pas sur tous les aspects. Si vous deviez, en une phrase, donner un conseil à la jeunesse, tournée vers le continent, la jeunesse de la diaspora, tournée vers le continent, ce serait laquelle, s'il vous plaît, en guise de conclusion? Il est temps de rentrer au pays. Ok. Il est temps de se former aux réalités de nos pays. Il est temps de se former et de rentrer au pays. Il est temps que l'homme africain puisse aimer l'Afrique et s'aimer lui-même. Il est temps de se mettre au travail. Que rajouter de plus, excepté il est temps de lire et d'avoir la lecture comme première des religions. Vous voyez que dans les Funérailles des tabous, on essaye parfois d'arborer des sujets qui se veulent géopolitiques, avec des spécialistes qui ne manquent pas d'arguments, qui ne manquent pas de connaissances, qui ne manquent pas de matière grise, mais surtout qui ne manquent pas de projets concrets. Il faut agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Le blabla pour le blabla, ça ne nous intéresse pas. C'est ni le bureau des plaintes, ni le salon de thé. C'est le laboratoire de la pensée constructive et active. C'est l'ADN des Funérailles des tabous. Tout seul, on va vite, mais c'est ensemble qu'on va loin. C'est surtout ensemble, autour d'une table, qu'on va loin et au-dessus de notre émotion, au-dessus de notre impulsivité, là où nous attend notre excellence. Vos soutiens, par les likes, par les partages, nous servent de carburant, mais surtout en vous abonnant. Les Funérailles des tabous, c'est à vous, c'est à nous. Je vous dis à très bientôt. Au nom de toute l'équipe des Funérailles des tabous, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château-Rouge, à Château-d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement, de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt
à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.